Bien, mes chers étudiants, de retour pour un nouvel exercice qui est un exercice assez intéressant sur cette histoire de longueur de courbe. L'idée c'est, je prends deux points, hein, et puis je trace une courbe. Vous voyez, alors évidemment tout ça a lieu dans un repère. Hein. Ici j'ai petit a, petit b, donc c'est une courbe du style y égale f de x. Donc là je vais avoir une fonction g de x par exemple. Et puis je prends une autre fonction dont la courbe commence par le même point et finit par le même point. Donc par exemple cette fonction-là. Hop. Vous voyez. Bah, et ça sera ma fonction f de x. Bah, vous voyez que on dirait une méduse. Vous voyez, c'est inconscient, c'est probablement freudien. On dirait une méduse. Alors vous voyez que f est certainement plus petit que g. Mais vous voyez que la longueur de la courbe que je note, L de f, est certainement plus grande que L de g. Donc il faut perdre de vue l'idée que on puisse avoir sur des inégalités de fonctions la même inégalité pour la longueur. C'est-à-dire qu'en fait, il est probable que la fonction L, qui a une courbe, associe sa longueur, avec les hypothèses de partir et d'arriver au même point, ne soit pas croissante. L'exercice d'aujourd'hui va nous faire montrer que si on restreint les courbes, eh bien cette propriété est vraie, c'est-à-dire que la fonction elle est croissante. Et de quelle courbe va-t-on considérer, pardon? Bien, on va considérer, hein, on fixe A et B, puis on se donne un point ici, donc ça va être alpha, puis mettons un point bêta, et on va effectivement prendre des fonctions, alors qu'on va supposer de classe C2 pour les besoins de l'exercice. En fait, la propriété d'existence de longueur de courbe, j'y revenir dans 5 secondes, mais dépend en fait juste d'être de classe C1. Donc l'idée, ça va être d'examiner juste des fonctions concaves. Voilà. En voilà une, et puis en voilà une autre. Vous voyez? Hop. Eh bien l'idée là, on voit intuitivement que bien, si f est plus petit que g et qu'elles sont toutes les deux concaves et qu'elles partent et qu'elles arrivent du même point, eh bien on voit que la longueur de la courbe de f va effectivement être plus petite que ça. Et donc on va essayer de montrer cette propriété qui est finalement assez morale. Hein. Vous voyez le fait que dans cet exemple on obtienne une courbe L de f la longueur de f qui soit plus grande que la longueur de g, bah c'est précisément parce que vous oscillez beaucoup, et vous voyez que ici, alors g était concave, mais vous voyez que celle-là, elle change de sens de convexité beaucoup de fois. Bien. Alors, un petit rappel pour commencer, c'est que si vous avez une application f d'un segment AB dans R, et vous la supposez C1, juste C1, eh bien, vous pouv't définir la longueur de la courbe comme étant l'intégrale de racine de 1 plus f' de t au carré. Alors pourquoi faut-il la supposer C1? Bien parce que ça, il faut que ça ait un sens, et pour que ça ait un sens, eh bien il faut que cette fonction, enfin il suffit, pardon, que cette fonction soit continue. Donc si f est C1, eh bien f' au carré est continu, donc tout ça est intégrable. Alors la raison pour laquelle la longueur d'une courbe y égale f de x s'exprime comme ça, c'est quelque chose que je montre dans mon cours d'intégrale de Riemann. En fait, la première chose, comme toujours en mathématiques, c'est de définir l'objet sur lequel vous travaillez, et la question de longueur doit être définie proprement, au même titre que la définition d'aire sous la courbe, qui est l'objet de l'intégrale de Riemann. Alors l'aire sur la courbe, ça se définit grâce à des fonctions en escalier, hein, des aires de rectangle. La notion, je vous résume rapidement les épisodes, la notion de longueur d'une courbe consiste tout simplement à prendre des lignes brisées, vous prenez des subdivisions de AB, puis vous prenez des lignes brisées qui passent par votre courbe, et vous faites tendre le pas, c'est-à-dire le sup des longueurs des subdivisions, vers 0, et si jamais ça admet une limite au sens, bon il faut l'écrire, hein, vous dites que la courbe a une longueur. Alors avec des définitions comme ça, en fait, il existe en mathématiques des monstres terrifiants, hein, voilà. Notamment des courbes qui n'ont pas de longueur, c'est-à-dire que
ça n'a pas de sens de parler de longueur de la courbe. Pourtant, la courbe existe bien. Vous avez aussi des courbes qui sont bornées et qui ont des longueurs infinies. Hein, c'est des choses qu'on obtient, par exemple, dans les objets fractals. On trouve ce genre de choses. Donc, cette formule ne sort pas du tout d'un chapeau. Hein. Quand vous l'écrivez pour une fonction de classe C1, en fait, vous voyez à un moment, une fois que vous avez vos histoires de lignes brisées, vous voyez apparaître à un moment une somme de Riemann. Une somme de Riemann qui correspond à cette fonction-là. Et donc, le passage à la limite vous dit que c'est l'intégrale. Bon, bref, en tout cas, on retient pour l'exercice cette formule. Et donc, eh bien, on va considérer l'ensemble grand E des fonctions de AB dans R, qui sont ces deux concaves, et qui commencent et finissent toutes par le même point, c'est-à-dire l'hypothèse c'est f de A égale alpha et f de B égale bêta, où alpha et bêta sont fixés avant. Et donc, je considère la fonction longueur de la courbe, dont je viens de vous parler, qui est effectivement bien définie, puisque f est C2, donc en particulier C1. Et ce qu'on veut montrer, eh bien, c'est que ça, c'est croissant. Voilà la propriété. C'est un très joli résultat. À nouveau, on pouvait quand même s'y attendre, hein, quand on a l'idée de concavité. C'est en soi un résultat assez moral. Voilà. Et vous savez que votre professeur est très à cheval sur la morale. Ça, c'est quelque chose de très important pour lui. D'ailleurs, après cette vidéo, j'irai faire des prières j'irai prier différents dieux de différentes religions. Vous voyez, pour maximiser mes chances d'aller au paradis, parce que je suis un être moral. Voilà. Bon, bref. Allez, trêve de plaisanterie, on va attaquer, et l'idée, ça va être, en fait, d'étudier cette fonction-là, qui est racine de 1 plus x2, parce qu'on va la composer avec f', et astucieusement, vous allez voir, c'est assez joli, c'est pas très compliqué, c'est pas très long. Alors, on va commencer par étudier cette fonction, donc c de x, qui est racine de 1 plus x2. Alors, son domaine de définition, eh bien, c'est R tout entier, parce que 1 plus x2 est plus grand que 1, et la racine est bien définie. On va même dire que son domaine de dérivabilité, et en fait, le fait qu'elle soit C infini sur R, vient du fait que racine est une fonction C infini sur R étoile plus, et qu'ici, vous prenez quelque chose qui est dans ce domaine-là, donc par composé, bien par théorème généraux, cette fonction est C infini. Alors nous, on va juste s'intéresser à sa qualité C2, parce qu'en fait, on va essayer de montrer qu'elle est convexe, donc je vais m'intéresser à sa dérivée seconde. Alors je vais l'écrire pour calculer les dérivées successives de manière un peu plus formelle sous cette forme-là, et du coup, bien, si je la dérive, vous voyez que va m'apparaître 1 demi de 1 plus x carré à la puissance 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi, fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, 2x, c'est-à-dire ça me fait x, e plus x2, à la puissance moins 1 demi, ce qu'on peut écrire plus joliment, sous cette forme-là. Ok, je redérive la dérivée. Là, je dérive un produit, donc je commence par la dérivée x, eh bien, je vais avoir 1 plus x2 à la puissance moins 1 demi, plus... Alors, x fois cette dérivée-là. Donc, cette dérivée-là, eh bien, ça va me faire moins 1 demi de 1 plus x2 à la puissance moins 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 3 demi, fois ce qu'il y a à l'intérieur, la dérivée de l'intérieur, pardon, donc 2x. Eh bien, vous voyez que le 1 demi se tue avec le 2, je vais avoir du x2, j'ai un signe moins qui apparaît, et je vais factoriser, puisque j'ai du 1 plus x2... à une certaine puissance, je vais factoriser par la puissance minimale, c'est-à-dire 1 plus x2 à la puissance moins 3,5. Alors ce terme-là, bah, ça vient juste, parce que 1 plus moins 3,5, ça fait bien moins 1,5. Là j'ai factorisé, j'ai un signe moins, et vous voyez, il me reste x fois x, c'est-à-dire moins x2. Et vous voyez que les choses se passent bien, parce que c'est très exactement 1 plus x2 à la puissance moins 3,5. Et vous voyez que ça, c'est positif, ce qui implique, in fine, que C est convexe. Ben moi, je dis bravo. Bravo, parce qu'on vous demande d'en déduire que, pour tout U et V dans R, eh bien, C de U moins C de V
est supérieur ou égal à C' de V, U moins V. Mais ça, ce n'est rien d'autre qu'une propriété liée aux inégalités des pentes et leur passage à la limite pour la dérivée, puisque ma fonction est dérivable, pardon. Si j'étudie le rapport C de U moins C de V sur U moins V, par convexité, ça c'est plus grand que C de V, C' de V, pardon. Si quoi? Eh bien, si U est plus grand que V, oui, et si U est plus petit que V, eh bien c'est plus petit que C' de V. C'est-à-dire, ça dit juste ça. Hein. Ici, j'ai V. Si je suis à droite, ça vous dit que cette pente-là est plus grande que la tangente. Et si je suis à gauche, donc si j'ai eu ici, si je suis à gauche, ça vous dit que cette pente-là est plus petite que la tangente. Ça dit juste ça. Mais vous remarquez que dans tous les cas, il suffit de multiplier par U moins V. Pourquoi? Parce que si U est supérieur à V, U moins V est positif. Donc en multipliant, vous ne changez pas l'inégalité. Par contre, si U est plus petit que V, vous multipliez par U moins V qui devient négatif. Et donc vous inversez l'inégalité. Donc dans tous les cas, vous obtenez que quel que soit UV appartient à R, vous avez effectivement C de U moins C de V, qui est plus grand que C' de V, U moins V. Bien, et bien en déduire quelque chose sur la différence des longueurs, eh bien, qu'est-ce que c'est que la différence des longueurs des courbes? Eh bien, par définition, l'intégrale étant linéaire, c'est l'intégrale de racine de 1 plus G' carré de T dt, moins l'intégrale de 1 plus F' carré de T dt. Mais là, vous voyez qu'on peut l'écrire plus joliment comme étant l'intégrale de A à B de C de G' de T moins C de F' de T. Or, vous avez montré cette propriété qui est vraie pour tout U et V. Vous savez que l'intégrale respecte les inégalités, donc ça c'est certainement plus grand que l'intégrale de A à B de C', alors ici U ça va être G' et V ça va être F', donc ça me fait C' de F' de T facteur de G' de T moins F' de T, qui est exactement la formule demandée. Donc cette inégalité est en fait une inégalité qui provient de l'inégalité de convexité liée à la fonction C. Bon, une fois qu'on a ça, donc ça c'était le petit a, hein, je vous rappelle qu'on va supposer que G est plus grand que F, on veut montrer que ça c'est positif. Le point c'est de remarquer que ma fonction T associe C' de F' de T, elle est décroissante. Alors pourquoi? Eh bien parce que C est convexe. Donc ça, puisqu'elle est dérivable, ça veut dire que C' est croissant. Maintenant, F est concave. Donc ça implique que F' est décroissant. Ça c'est la composée C' en F'. Bien, si vous composez une fonction croissante avec une fonction décroissante, vous obtenez bien sûr une fonction décroissante. Donc cette propriété-là provient uniquement de la convexité de C et de la concavité de F. Alors, une des conséquences de ça, c'est que puisque C' en F' est de classe C1, c'est la composée de fonction de classe C1, et qu'elle est décroissante, ça implique que sa dérivée est négative partout. Je ne vais pas la calculer parce que justement, on va pouvoir s'en sortir sans calcul. On vous demande d'en déduire quelque chose par intégration par partie, donc je repars de cette inégalité que j'ai là. Ouais.
Et ben, je vais intégrer par partie cette fonction. Là, j'ai un beau produit. Je vais dériver ça et je vais intégrer ça. Donc, je vais poser U égale C' de f' de t. Et je vais avoir U' qui est égal à C' de f' de t. Prime. Je ne calcule pas. M'intéresse pas. Vous allez voir pourquoi. Et là, j'ai G' moins F'. Une primitive, c'est G moins F. De sorte que, eh bien, j'ai L de G moins L de F qui est supérieur à cette intégrale que je viens de calculer. Ben, cette intégrale que je viens de calculer, c'est G de T moins F de T facteur de C' de F' de T entre A et B moins l'intégrale de A à B. Alors en fait, je vais ruser, je vais rentrer le moins à l'intérieur et je vais mettre un plus. Donc plus, moins C' de F' de T. Donc une parenthèse, prime, je vais mettre des parenthèses autour, facteur de G de T moins F de T. Alors l'hypothèse, eh bien c'est que F et G sont dans E, donc en particulier F de A c'est G de A, c'est alpha, et F de B c'est G de B. Si bien que la variation ici, quelle que soit la valeur là, bah, elle vaut 0. Donc ça vaut toujours 0. Et donc L de G moins L de F, c'est majoré par cette intégrale là. Mais j'ai supposé que G était plus grand que F, donc ça c'est une fonction positive. Et la question précédente vous a montré que cette dérivée-là est négative. Comme j'ai un signe moins, ben ça veut dire que cette fonction est positive. Et comme vous intégrez quelque chose de positif, eh bien, vous obtenez quelque chose de positif. C'est merveilleux. Vive la science! Voilà un exercice que nous avons corrigé rapidement. Vous voyez que ça n'a pas utilisé... les méthodes sont quand même assez simples. Hein, c'est juste la convexité d'une fonction explicite et puis... Mais mon Dieu, qu'il fallait être l'esprit alerte pour voir, pour trouver cette méthode. Alors je le dis d'autant plus modestement que ce n'est pas moi qui ai eu cette idée, évidemment. En tout cas, vous voyez, ça, c'est un résultat très fort, hein, puisque très moral, comme je disais tout à l'heure, mais... et qui ne nécessite pas un énorme outillage. Par contre, il fallait être astucieux, c'est-à-dire il fallait utiliser cette minoration-là et voir que ça se calcule simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous adresse mes meilleurs sentiments et je vous dis à très prochainement, très probablement pour encore de l'analyse convexe.